Je franchis les immenses grilles en fer forgé du château, sentant la chaleur dorée du soleil de fin d'après-midi sur mon visage. Je tiens fermement les petites mains de mes deux filles, Léonie et Chloé. L'air de la campagne d'Île-de-France est doux, paisible, presque purifiant. Dans mon sac à main bon marché, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. 1 fois, 10 fois, 47 appels en absence. C'est Fabrice, mon mari. Je ne réponds pas. Je sais exactement ce qui est en train de se passer de l'autre côté de ces murs de pierre. À l'intérieur de ce château loué, la musique classique s'est arrêtée brusquement. Les rires arrogants se sont tus. En ce moment même, Fabrice est encerclé par des agents de sécurité furieux et un traiteur parisien haut de gamme qui exige le paiement immédiat de 250 000 €. Il est pris au piège, otage de sa propre vanité, incapable de payer le somptueux banquet aristocratique de 50 tables qu'il a organisé pour impressionner sa famille provinciale. Un sourire froid, parfaitement calculé, étire mes lèvres. La vie d'une femme exige parfois de jouer un rôle pathétique et misérable pendant une décennie entière, simplement pour mettre en place le décor parfait d'une tragédie. Je glisse le téléphone silencieux au fond de mon sac. Fabrice pense que je suis une petite assistante immobilière insignifiante, payée au salaire minimum, tout juste bonne à obéir. Il se trompe. Je suis la directrice générale d'un empire de l'immobilier de luxe. Et cette exécution publique, je l'ai préparée avec la précision d'un architecte. Pour comprendre comment cet homme en est arrivé à supplier des vigiles dans un château de location, il faut remonter au début de cette mascarade de 10 ans. Ma vie est divisée en 2 réalités strictement étanches. Le jour, je règne sur des salles de conseil d'administration aux baies vitrées surplombant Paris. Je porte des tailleurs sur mesure, je valide des rénovations de penthouses parisiens et de villas sur la Côte d'Azur, valant plusieurs dizaines de millions d'euros. Mes comptes bancaires personnels, soigneusement dissimulés, abritent des sommes à 8 chiffres. Je suis une femme de pouvoir, respectée, crainte parfois, dont la signature déplace des montagnes d'argent. Mais chaque soir, à 10 à 8 heures précises, la directrice générale disparaît. Je gare mon scooter d'occasion devant un immeuble bruyant et exigu dans une banlieue parisienne de classe moyenne inférieure. Je troque ma soie pour des vêtements délavés en polyester, et je deviens la femme soumise qui gagne à peine 1 400 € par mois. Je deviens l'ombre de Fabrice. Fabrice est directeur d'agence dans une banque de détail. Il gagne un salaire confortable de 6 000 € par mois, mais son ego démesuré exige qu'il vive comme un milliardaire. Il loue un Porsche Macan hors de prix, porte des costumes taillés sur mesure et paie des dîners extravagants à de simples connaissances pour maintenir l'illusion de sa suprématie financière. Parce qu'il brûle l'intégralité de son salaire pour entretenir son image publique, il ne me laisse presque rien pour nourrir notre famille. Il passe ses soirées à rabaisser mes revenus, me traitant de parasite, de poids mort qui freine son ascension sociale. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai décidé de construire ma prison de verre autour de lui. C'était il y a des années. J'avais conclu ma première grande vente, et j'avais naïvement essayé de lui annoncer la commission massive que je venais de toucher. Son visage s'était déformé par la rage. Il avait violemment jeté son verre contre le mur, hurlant qu'une femme ne devait jamais, au grand jamais, faire de l'ombre à son mari. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne m'aimait pas. Il aimait la supériorité que je lui procurais. Dès le lendemain, j'ai fait rédiger un contrat de mariage en séparation de biens stricts. J'ai transféré toutes mes parts et mes actifs dans une société holding gérée par ma mère, loin de ses yeux avides. J'ai commencé à jouer le jeu de la pauvreté, accumulant ma fortune dans l'ombre, attendant patiemment qu'il creuse sa propre tombe financière. La cruauté de Fabrice n'était rien comparée à celle de sa mère, Geneviève. Elle arrivait souvent pour le week-end, apportant avec elle le pire du snobisme provincial. Dans notre petit appartement, elle traitait son fils, le directeur de banque, comme un roi couronné, et moi comme une paysanne qui avait eu la chance inouïe d'être sauvée de la misère. Mais son arme principale, la plus destructrice, était son mépris ouvert pour mes filles, Léonie et Chloé. Geneviève se lamentait constamment, devant elle, que j'ai échoué à fournir un héritier mâle pour perpétuer le nom soi-disant prestigieux de leur famille. Lors d'un dîner de famille particulièrement étouffant, la dynamique toxique a atteint un nouveau sommet. Geneviève a ouvertement moqué les filles. Elle a déclaré, la bouche pleine, qu'elles n'étaient que des bouches inutiles à nourrir, des fardeaux qui finiraient par quitter la famille et drainer la richesse durement gagnée de Fabrice pour leur dos. Sous ses ordres, Fabrice a forcé mes filles à s'asseoir à une petite table pliante dans le coin du salon. Je regardais mes petites filles manger des pâtes au beurre bon marché, la tête baissée, pendant que Fabrice et Geneviève dévoraient des steaks de bœuf de première qualité au centre de la pièce. Mon cœur s'est durci pour devenir de la glace pure. Je savais que je pouvais acheter le monde entier à mes filles. Je pouvais les emmener dîner dans les palaces les plus étoilés de la capitale. Mais je me retenais.
Je devais protéger mon plan ultime. Les humiliations quotidiennes s'accumulaient, couche après couche. Je ravalais ma fierté, je nettoyais leurs assiettes, je souriais avec soumission. Ma patience n'avait plus rien à voir avec le maintien de la paix conjugale. C'était la patience d'un prédateur observant sa proie s'engraisser avant l'abattage. J'attendais simplement le moment parfait, la faute impardonnable qui justifierait une destruction totale et absolue. Ce moment est arrivé un dimanche étouffant de juillet. La canicule écrasait Paris. L'air de l'appartement était irrespirable. J'avais pressé des oranges fraîches pour Chloé, qui transpirait à grosses gouttes. Alors qu'elle portait le verre à ses lèvres, Geneviève a surgi, a arraché le verre des mains de ma fille de 5 ans, et l'a tendu au neveu de Fabrice, venu en visite. Elle a ricané, affirmant que les choses chères et rafraîchissantes étaient réservées à l'héritier mâle. Chloé a ravalé ses larmes. J'ai pris une grande inspiration, gardant mon calme glacial, et j'ai doucement annoncé que j'allais emmener les filles se promener pour échapper à cette toxicité. C'est là que Geneviève a franchi la ligne de non-retour. Elle a attrapé une épaisse pile de prospectus immobiliers bon marché que j'avais ramenés du bureau pour faire illusion. Elle me les a jetés au visage. Les papiers ont volé à travers le salon. Elle m'a ordonné de descendre dans la rue et de les distribuer sous ce soleil de plomb pour mériter ma nourriture. Elle m'a formellement interdit de remettre les pieds dans l'appartement avant d'avoir obtenu au moins 5 numéros de téléphone de clients potentiels. J'ai pris les mains de mes filles et je suis sortie. Dès que nous avons atteint le trottoir, j'ai jeté la liasse entière de prospectus dans la première poubelle venue. J'ai levé la main et hélé un taxi climatisé pour nous emmener dans un centre commercial luxueux et frais. Mais le destin a voulu que Geneviève, qui se promenait avec sa sœur et d'autres membres de sa famille provinciale, nous aperçoive au moment où j'ouvrais la portière. Elle a traversé la rue en hurlant, devant ses proches et des dizaines de passants inconnus. Elle m'a humiliée avec une violence inouïe. Elle m'a traité de sangsue, m'accusant de gaspiller l'argent précieux de Fabrice dans des taxis de luxe alors que je ne rapportais rien au foyer. Chloé s'est mise à pleurer, tirant sur ma manche pour me demander ce qu'était une sangsue. Le fil de ma patience, tendu depuis 10 ans, a soudainement rompu. Le silence dans ma tête était assourdissant. J'ai regardé Geneviève droit dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai servi des excuses d'un sarcasme si froid et si tranchant qu'elle en a cligné des yeux, confuse. J'ai loué la grandeur de son fils, le grand directeur de banque, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Puis, j'ai fait monter mes filles à l'arrière, et j'ai claqué la portière du taxi au nez de ma belle-mère. Le sommeil de 10 ans était terminé. L'heure de l'exécution avait sonné. 3 jours plus tard, la porte de notre appartement exigu s'ouvrit à la volée, claquant violemment contre le mur du couloir. Fabrice fit irruption dans le salon. Il transpirait à grosses gouttes sous son costume, mais son visage irradiait d'une joie maniaque, presque délirante. Il respirait fort, les yeux écarquillés par l'excitation, et hurla à sa mère de faire ses valises immédiatement. Avec une arrogance théâtrale, il annonça qu'il venait d'acquérir un domaine spectaculaire, un château historique niché dans la verdure de la campagne francilienne, pour la somme astronomique de 15 millions d'euros. Il se pavanait au milieu de nos meubles bon marché, vantant son réseau d'influence, son génie financier et sa suprématie absolue. Geneviève fondit en larmes. Des larmes de triomphe et de cupidité. Elle se précipita sur le téléphone fixe pour appeler sa sœur en province, hurlant presque dans le combiné pour s'assurer que tout le voisinage entende que son fils était devenu un véritable châtelain. Pendant ce temps, je me tenais immobile dans la petite cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse, lavant une assiette ébréchée. Je ne disais rien. Je souriais doucement face au mur car je connaissais l'exacte vérité. Le matin même, dans mon bureau aux parois de verre, mon assistante personnelle m'avait remis un dossier confidentiel. Il contenait une copie d'un contrat de bail. Fabrice n'avait rien acheté du tout. Il avait loué un château vide pour une durée de 3 mois, au tarif exorbitant de 30 000 € par mois. Pour payer la caution et le premier loyer, il avait vidé le peu d'économies qui lui restait, et souscrit en secret à une multitude de microcrédits à la consommation au taux d'intérêt assassin. Il était en train de se suicider financièrement pour nourrir son illusion. Mais la folie ne s'arrêtait pas là. Portée par l'euphorie de son fils, Geneviève annonça au téléphone qu'ils allaient organiser un banquet monumental de 50 tables dans les jardins du château pour célébrer cette prétendue acquisition. Elle invitait toute la famille élargie, des oncles aux cousins éloignés, pour leur prouver définitivement leur supériorité sociale. Je continuais de frotter mon assiette, jouant à la perfection mon rôle d'épouse docile et ébahie, observant avec fascination cet homme creuser un gouffre dont il ne pourrait jamais s'extraire. La réalité mathématique de ce délire de grandeur ne tarda pas à rattraper Fabrice. Un banquet aristocratique de 50 tables, avec du champagne millésimé, du foie gras et du homard, coûterait au bas mot 250 000 €.
et les comptes bancaires de Fabrice étaient désormais totalement à sec. Le soir suivant, l'atmosphère dans l'appartement devint lourde, oppressante. Fabrice et Geneviève me coincèrent dans les 3 couloirs menant aux chambres. Fabrice bloquait la porte, les bras croisés, le regard dur. Il exigea que je prenne le premier train pour la Bretagne, afin de rendre visite à mes parents. Il savait pertinemment que mes parents, d'anciens artisans modestes, venaient de vendre un petit terrain côtier pour assurer leurs vieux jours, empochant exactement 200 000 €. Le ton de Fabrice n'admettait aucune réplique. Il m'ordonna d'emprunter cette somme pour financer sa fête. Il affirmait, avec un aplomb terrifiant, qu'il les rembourserait intégralement grâce aux généreux cadeaux en espèces que les invités ne manqueraient pas d'apporter. Geneviève, debout derrière lui comme une ombre malveillante, ajouta son venin. Elle déclara d'un ton sec que les personnes âgées n'avaient de toute façon pas besoin d'autant d'argent pour vivre et que c'était mon devoir sacré d'épouse de soutenir le rang et le prestige de mon mari. Je dévisageai ces 2 visages déformés par la cupidité. L'audace de leur demande était vertigineuse. Ils voulaient que je dépouille mes propres parents de l'épargne de toute une vie de labeur, simplement pour financer une fête factice destinée à flatter leur ego malade. La colère menaçait de briser mon masque de glace, mais je savais que l'affrontement direct ne mènerait à rien. Au lieu de crier, j'ai baissé les yeux vers le sol en linoléum. J'ai forcé ma respiration à se saccader, et j'ai laissé couler une unique larme de soumission sur ma joue. J'ai murmuré que j'étais d'accord, que je ferais tout pour l'aider. Mais j'ai immédiatement posé une condition psychologique, une graine empoisonnée qui allait refermer les barreaux de sa cellule. J'ai adopté ma voix la plus faible, la plus pathétique. J'ai expliqué à Fabrice que mes parents étaient des gens de la vieille école, méfiants et traditionnels. Ils n'accepteraient jamais de confier 200 000 € à une simple assistante sous-payée comme moi. Fabrice a serré les poings, son visage virant au rouge de colère face à cet obstacle. C'est à cet instant précis que j'ai frappé son point le plus vulnérable. J'ai levé les yeux vers lui, feignant l'admiration la plus totale. Je lui ai murmuré que mes parents le vénéraient, qu'il respectait profondément son titre de directeur de banque. J'ai suggéré, avec une douceur calculée, que si lui, le grand et puissant directeur, rédigeait personnellement une reconnaissance de dette officielle et légale, et qu'il y apposait le cachet officiel de son agence bancaire, mes parents seraient tellement honorés et rassurés qu'ils transféraient les fonds dans la minute. L'effet fut immédiat. J'ai vu la poitrine de Fabrice se gonfler de fierté. Son ego, flatté d'être considéré comme l'ultime garantie financière, a instantanément balayé toute prudence rationnelle. Il a éclaté d'un rire gras, se vantant que sa seule signature valait de l'or massif. Geneviève, cependant, a froncé les sourcils. Sa ruse paysanne lui soufflait qu'il était dangereux de signer des documents légaux impliquant de telles sommes. Elle a posé une main hésitante sur le bras de son fils, lui conseillant de se méfier des papiers officiels. Mais Fabrice, refusant catégoriquement de paraître faible ou craintif devant moi, l'a repoussé d'un geste brusque. Il a exigé qu'on lui apporte immédiatement un stylo et du papier, prêt à signer aveuglément tout ce que je lui dicterais, totalement inconscient qu'il s'apprêtait à glisser sa propre tête dans la guillotine financière que je lui tendais. Si votre partenaire exigeait que vous vidiez les économies de toute une vie de vos parents pour financer sa propre vanité, comment réagiriez-vous? Vous mettriez-vous en colère immédiatement pour déclencher une dispute? Ou planifieriez-vous, vous aussi, une vengeance beaucoup plus froide et définitive? Je pose une feuille de papier d'un blanc immaculé et un stylo à encre noire sur la table basse en verre du salon. Fabrice s'approche d'un pas lourd et arrache presque le stylo de mes mains, impatient de sceller ce qu'il croit être sa victoire. Je me tiens debout face à lui, les mains sagement croisées devant moi, et je commence à dicter les termes de l'accord avec une précision glaciale. Je lui fais écrire son nom complet, son numéro national d'identité et notre adresse exacte. Puis, je passe à l'objet du document. Je lui fais spécifier noir sur blanc que cette somme est destinée au financement exclusif d'un banquet privé et personnel. Le montant est écrit en toutes lettres et en chiffres. 200 000 €. Fabrice griffonne rapidement. Son écriture est nerveuse, presque illisible par endroits. Mais les mots sont là. Vient ensuite la clause de remboursement, la véritable mâchoire du piège. Je m'assure qu'elle soit blindée, inattaquable devant n'importe quel tribunal. Je lui dicte que la somme totale devra être restituée sous 5 jours calendaires après la date de la réception. Si ce délai n'est pas respecté, Fabrice accepte l'entière responsabilité légale de la dette, se portant garant sur l'ensemble de ses biens présents et à venir, y compris ses revenus professionnels. Il ne lit même pas ce qu'il écrit. Son arrogance l'aveugle totalement. Il signe le document d'un geste ample, sort de sa mallette le lourd tampon encreur de son agence bancaire et l'écrase violemment au bas de la page. Il me jette la feuille au visage en m'ordonnant d'aller chercher l'argent liquide dès le lendemain matin. Pour lui,
Ce n'est qu'une simple formalité administrative destinée à rassurer 2 vieux provinciaux en Bretagne. Je ramasse le papier avec un soin infini. Je le plie en 2, le glisse dans ma poche, et je lui adresse un sourire chaleureux, lui conseillant de bien se reposer pour planifier son menu à base de homard. Le premier verrou de la cage vient de s'enclencher avec un bruit sourd. Le lendemain matin, je quitte l'appartement exigu au guidon de mon scooter d'occasion. Mais je ne prends pas la direction de la gare pour aller en Bretagne. Je roule directement vers le quartier d'affaires de la Défense, au cœur de Paris. Je gare mon 2 roues dans le parking souterrain sécurisé et je pénètre dans le hall majestueux de mon siège social, une tour de verre et d'acier qui domine la ville. Dès que je franchis les portes de mon bureau panoramique, la transformation s'opère. Mon assistante personnelle s'approche, me débarrasse de mon manteau bon marché et me tend un tailleur sur mesure d'un grand créateur italien. En moins de 5 minutes, l'épouse pathétique et soumise s'évapore, remplacée par la redoutable directrice générale. Je m'assois à mon bureau en acajou et je compose le numéro direct de Sandrine. Sandrine est la directrice d'une agence événementielle de très grand luxe, celle-là même qui organise tous les galas de mon empire immobilier. Une demi-heure plus tard, mon chauffeur me dépose devant ses bureaux feutrés de l'avenue Montaigne. Je m'installe dans un fauteuil en velours et je passe ma commande. Je veux le banquet de 50 tables le plus extravagant, le plus indécent qu'il soit possible de concevoir. Je liste mes exigences. Des homards bretons de première taille, du risotto aux truffes blanches, du champagne millésimé coulant à flots, une arche florale monumentale composée de milliers de roses importées, et un maître de cérémonie professionnel pour animer la soirée. Sandrine prend des notes, impressionnée. Le devis total tombe rapidement, exactement 250 000 €. Habituée à nos transactions, Sandrine me demande sur quel compte de ma société holding elle doit envoyer la facture pour le virement habituel. Je secoue lentement la tête. Je la regarde droit dans les yeux et je lui explique que le client n'est pas mon entreprise. Le client est mon mari, Fabrice. Et je précise, avec un calme absolu, que je ne paierai pas un seul centime de cette facture. Sandrine pose son stylo, perplexe. Je prends alors le temps de lui expliquer l'intégralité de la situation. Je lui parle du faux château loué, de la reconnaissance de dettes extorquées pour voler mes parents, et des 10 années d'humiliation quotidienne. Le visage de Sandrine passe de la stupéfaction à l'horreur. Puis, lentement, un sourire féroce et complice illumine ses traits. Elle est fascinée par l'ampleur de ma contre-attaque. Je lui donne alors mes instructions pour la rédaction d'un contrat de prestation de services très spécifique. La partie A sera son agence. La partie B sera Fabrice. La clause critique, celle qui scellera son destin, repose sur une manipulation de son ego. Le contrat stipulera que Fabrice est désigné comme un client très important, un VIP. À ce titre exceptionnel, aucun paiement initial ne lui sera réclamé, à l'exception d'un acompte symbolique de 3 000 € pour sécuriser les commandes de fleurs. L'intégralité du solde, soit 247 000 €, devra être réglée par Fabrice, en personne, avec sa carte bancaire personnelle, sur les lieux mêmes de l'événement, immédiatement après le service du repas. C'est la clause de paiement comptant. J'ajoute une dernière condition, la plus létale. Si la carte bancaire est refusée, la partie A se réserve le droit absolu de verrouiller les grilles du domaine, de retenir l'ensemble des invités, et de faire appel immédiatement à la gendarmerie nationale pour constater le délit de grivelerie, c'est, à dire le fait de consommer un repas sans avoir les moyens de le payer. Sandrine éclate d'un rire franc et sonore. Elle tape frénétiquement sur son clavier, imprime le contrat en double exemplaire sur un papier à en-tête luxueux et le glisse délicatement dans une somptueuse chemise en cuir rouge. Je sors 3 000 € en espèces de mon sac et je règle la compte. En reprenant la chemise rouge entre mes mains, je sens le poids physique de 10 années de vengeance pure. Le soir tombe lorsque je retourne dans notre banlieue triste. J'ai remis mes vêtements ternes. En ouvrant la porte de l'appartement, je trouve Fabrice et Geneviève affalés sur le canapé, buvant de la bière. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils se redressent, exigeant de savoir où est l'argent. Je mens avec une fluidité déconcertante. Je prends une voix essoufflée et ravie, leur annonçant que mes parents ont été tellement impressionnés par la reconnaissance de dette officielle qu'ils n'ont pas voulu me donner de l'argent liquide. Ils ont préféré faire un virement bancaire direct de 200 000 € sur mon compte personnel. Fabrice bondit sur ses pieds, les yeux brillants de cupidité, et m'ordonne de lui transférer la somme à la seconde. Je lève une main pour l'arrêter. Avec des gestes lents et mesurés, je sors la luxueuse chemise en cuir rouge de mon sac. Je la pose sur la table. Je lui explique que je suis allée voir l'agence événementielle la plus élitiste de tout Paris. Je lui raconte que lorsque la directrice a entendu que le grand Fabrice, directeur de banque, organisait une réception dans un château, elle l'a traité comme une véritable royauté.
Je nourris son ego avec des mots choisis sur mesure. Je lui murmure que l'agence m'a expliqué que les vrais VIP, les hommes de pouvoir, ne paient jamais avec des sacs de billets comme de vulgaires marchands de province. Ils paient avec leurs cartes noires, à la fin de la soirée, devant tous leurs invités, pour démontrer leur classe et leur solvabilité absolue. Je lui suggère donc de laisser les 200 000 € en sécurité sur mon compte. Il lui suffira de payer avec sa propre carte lors du banquet pour éblouir sa famille, et je lui rembourserai l'intégralité de la somme dès le lendemain matin. Aveuglé par la vision glorieuse de lui-même sortant sa carte bancaire devant ses proches ébahis, Fabrice ne réfléchit pas une seconde. Il s'empare du contrat dans la chemise rouge et le signe frénétiquement, sans même jeter un regard aux clauses de pénalité ou aux conditions d'annulation. Geneviève, tout aussi obnubilée par le prestige de la situation, appose sa signature en tant que témoin. Je regarde l'encre sécher sur le papier. Le piège est désormais totalement armé. Le 15 du mois arrive enfin. Le soleil brille intensément sur les pelouses parfaitement entretenues et les façades majestueuses du château. En début d'après-midi, 2 immenses bus de tourisme s'arrêtent dans un grincement de frein devant les grilles en fer forgé. Ils déversent plus d'une centaine de membres de la famille élargie de Fabrice, des provinciaux endimanchés, bruyants, totalement ébahis par la démesure du domaine. L'oncle Gérard lâche un sifflement d'admiration en découvrant la taille de la propriété, tapant dans le dos de Fabrice en le proclamant la fierté absolue de toute la lignée. Fabrice les accueille comme un véritable seigneur féodal. Il porte un smoking sur mesure d'une élégance rare, les cheveux gominés en arrière, le torse bombé. À ses côtés, Geneviève se pavane dans une robe aux couleurs criardes, surchargée de paillettes et dégoulinante d'épais bijoux en or. Elle absorbe l'envie et la jalousie de ses sœurs et de ses cousines comme une éponge, proclamant à qui veut l'entendre que son fils prodige a acheté ce domaine historique en payant comptant. Pendant ce temps, mes 2 filles et moi nous tenons dans l'ombre des grands chênes. Nous portons des robes simples, légèrement délavées. La famille nous ignore royalement, nous traitant comme une tache embarrassante sur l'image de perfection de Fabrice. Soudain, le regard de Geneviève s'arrête sur nous. Son visage se crispe de dégoût. Elle s'approche et m'ordonne d'un ton sec de prendre ses filles inutiles et d'aller nous asseoir tout au fond du parc, près des toilettes portables et de la zone de préparation du traiteur, pour ne pas gâcher la vue des invités importants. Sans prononcer un mot, je prends les mains de Léonie et Chloé, et je les guide silencieusement vers le fond du jardin. Le banquet est un véritable chef-d'œuvre d'organisation événementielle. Sous d'immenses tentes blanches immaculées, les tables sont dressées avec des verres en cristal étincelant et des couverts en argent. Un maître de cérémonie professionnel prend le micro pour chanter les louanges de la réussite de Fabrice. Des serveurs en uniformes impeccables défilent, portant des plateaux chargés de homards géants, de risottos fumant aux truffes et versant du champagne millésimé à volonté. Mais à la table 50, dissimulée derrière les paravents du traiteur et les toilettes chimiques, la réalité est tout autre. Nous sommes assises autour d'une table pliante en plastique rayé. Devant nous, on a simplement posé un grand bol de soupe aux choux froides et une coupelle de cacahuètes rancies. La petite Léonie regarde au loin, observant les immenses plateaux de fruits de mer qui circulent sous les tentes. Son petit ventre gargouille bruyamment. Elle lève ses grands yeux vers moi et me demande d'une petite voix pourquoi nous n'avons que du chou alors que son papa avait promis un grand festin. Mon cœur se serre à s'en briser, mais je ravale mes larmes. Je caresse doucement les cheveux de mes filles, leur promettant que très bientôt, elles mangeront tout ce dont elles rêvent et qu'elles ne seront plus jamais traitées de cette façon. C'est alors qu'un jeune serveur, suivant les instructions strictes de Sandrine qui avait exigé que chaque personne présente soit servie, s'approche de notre table en plastique. Il porte un plateau d'argent sur lequel fument 3 magnifiques bols de bisques de homard onctueuses. Les yeux de mes filles s'illuminent instantanément. Mais avant même que le serveur ne puisse poser les bols sur notre table, Geneviève surgit de nulle part et l'intercepte. Elle hurle sur le jeune homme, exigeant de savoir pourquoi il gaspille de la nourriture hors de prix pour des sangsues. Elle lui arrache le plateau des mains avec violence et repart vers la tente principale pour l'offrir à son petit-fils. Mes filles se mettent à pleurer silencieusement, de faim et de honte. Mais la cruauté de Geneviève n'a pas encore atteint son apogée. 2 minutes plus tard, elle revient vers nous. Cette fois, elle tient entre ses mains une gamelle en plastique fissuré, le genre de récipient que l'on utilise pour nourrir les chiens. À l'intérieur, baignent des arêtes de poisson, des restes de viande mâchée et des rebuts de choux récupérés sur les tables principales. Avec un rictus de méchanceté pure, elle claque violemment la gamelle sur notre table en plastique. Le bouillon gras éclabousse le visage de la petite Chloé. Geneviève déclare d'une voix forte et portante que puisque je n'ai pas été capable de produire un héritier mâle, manger les restes de l'héritier est un immense honneur que je devrais savourer. Le microphone du maître de cérémonie, resté ouvert non loin de là, capte sa voix criarde. La musique s'arrête net. Des centaines d'invités se tournent vers nous,
observant la scène dans un silence de mort. Fabrice, visiblement agacé par cette interruption qui gâche son moment de gloire, se lève de sa chaise. Au lieu de défendre ses filles, il me hurle dessus devant tout le monde, m'ordonnant de faire taire les enfants et de manger ce qu'on nous donne pour ne pas lui faire honte. Je prends une serviette en papier et j'essuie délicatement le visage de ma fille. Je ne pleure pas. Le bloc de glace que je portais dans ma poitrine depuis 10 ans vient de voler en éclats pour se forger en une arme mortelle. Je me lève lentement. Je regarde Geneviève, puis Fabrice, et un sourire d'un calme terrifiant étire mes lèvres. Margot est sur le point de franchir ses grilles et de déclencher le piège. Pensez-vous que Fabrice mérite l'humiliation publique totale qui l'attend? Ou trouvez-vous que cette punition est trop sévère? Ma voix coupe le silence pesant qui s'est abattu sur le domaine. Je parle d'un ton clair, posé, sans la moindre once de colère. Je leur dis que je suis entièrement d'accord avec eux. Je confirme que nous sommes effectivement des femmes inutiles, et que nous n'avons absolument pas notre place dans une fête à 250 000 €. Je regarde Fabrice droit dans les yeux, et je lui souhaite de profiter pleinement de son arrogance sans limite. D'un coup de pied sec, je repousse la chaise en plastique. Je prends fermement les mains de mes filles, et je tourne les talons. Je marche la tête haute, le dos parfaitement droit, ignorant les murmures choqués et les insultes étouffées des proches de Fabrice. Nous traversons l'immense pelouse jusqu'à la sortie. Les lourdes grilles en fer forgé du château se referment lourdement derrière nous. Je lève la main et j'arrête un taxi haut de gamme qui passait par là. Dès que nous nous installons sur les sièges en cuir, la climatisation fraîche balaye instantanément l'odeur rance du chou froid. Je donne au chauffeur l'adresse du restaurant de fruits de mer 5 étoiles le plus exclusif de tout Paris. 1 heure plus tard, nous sommes installés dans un salon VIP privé, loin de la médiocrité. Je commande les homards les plus imposants de la carte, la bisque la plus riche, et je regarde mes filles manger à leur faim, le sourire aux lèvres. Je leur caresse la joue en leur jurant qu'elles ne mangeront plus jamais les restes de personne. Pendant ce temps, à des dizaines de kilomètres de là, sous les tentes blanches du château, le compte à rebours de la destruction de Fabrice vient d'atteindre le 0. À 14 heures précises, le banquet touche à sa fin. Sous les tentes, les proches de Fabrice commencent à emballer les restes de nourriture dans des boîtes en plastique. Fabrice, gonflé d'orgueil et rouge de satisfaction, claque des doigts avec arrogance pour appeler le responsable de l'événement. Il est impatient de sortir sa fameuse carte noire devant son public. Mais ce n'est pas un simple serveur qui s'approche. Le directeur de l'agence de Sandrine s'avance, encadré par 4 agents de sécurité à la carrure massive. Dans un silence glaçant, les agents verrouillent les immenses portes vitrées de la salle de réception. Le directeur pose la luxueuse chemise en cuir rouge sur la table. Le montant total s'affiche en bas de la page. 250 000 €. Fabrice sourit avec condescendance, sort sa carte bancaire et la glisse dans le terminal. Un bip strident retentit. Transaction refusée. Le sourire de Fabrice vacille. Il fouille dans son portefeuille, sort une autre carte, puis une troisième. Refusé. Refusé. La panique s'empare de lui. Ses mains tremblent. Il sort son téléphone et m'appelle frénétiquement pour que je transfère les 200 000 €. Mais une voix automatisée lui répond que le numéro n'est plus attribué. J'avais détruit la carte SIM dans le taxi. Le directeur de l'agence tapote fermement la clause du contrat du bout de son stylo. Il annonce d'une voix forte que si le paiement intégral n'est pas effectué à la seconde, la gendarmerie nationale sera appelée pour délit de grivelerie et que personne ne quittera le domaine. En entendant le mot gendarmerie, l'admiration de la famille se transforme instantanément en une fureur animale. Les oncles et les tantes réalisent que le château est loué et que Fabrice est totalement ruiné. La foule se retourne contre lui. L'oncle Gérard et la sœur de Geneviève hurlent des insultes, le traitant d'escroc et de menteur. Pour éviter la prison, Fabrice s'effondre à genoux, suppliant sa famille de l'aider. Mais personne n'a d'argent. Sous la pression des agents de sécurité, le directeur force Fabrice à signer la cession immédiate de son Porsche Macan de location et à rédiger des reconnaissances de dettes aux taux usuraires envers ses propres oncles, juste pour couvrir une fraction de la facture. En quelques minutes, le grand directeur de banque est devenu l'otage d'une dette catastrophique. Le lendemain matin, je me réveille dans ma véritable maison, un somptueux hôtel particulier de 8 chambres à l'architecture ultramoderne, situé dans le quartier le plus exclusif de Neuilly-sur-Seine. La lumière inonde le vaste salon. Je prépare un magnifique petit déjeuner pour mes filles. Soudain, l'interphone résonne. Le chef de ma sécurité privée m'informe qu'un homme et une femme, à l'allure misérable et agressive, exigent de me voir. Je souris doucement et j'ordonne à la sécurité de les escorter jusqu'au grand salon. Les doubles portes s'ouvrent. Fabrice et Geneviève font irruption. Ils ressemblent à des mendiants. Leurs vêtements sont froissés et déchirés, stigmates d'une altercation physique avec leur propre famille la veille.
Il se fige sur place, la bouche ouverte, balayant du regard les œuvres d'art valant plusieurs millions d'euros et les immenses lustres en cristal. Fabrice reprend ses esprits et se met à hurler, m'accusant d'avoir utilisé les 200 000 euros de mes parents pour louer cette villa afin de me cacher. Je reste assise dans mon fauteuil en cuir blanc, telle une reine sur son trône. Je jette un épais dossier noir sur la table basse. À l'intérieur se trouve le titre de propriété de la maison à mon nom, des relevés bancaires affichant des dizaines de millions d'euros, et les registres de mon empire immobilier, le tout parfaitement protégé par la société holding de ma mère. D'une voix de velours, je lui révèle que je suis directrice générale depuis 10 ans. Geneviève pousse un petit cri étranglé et s'effondre sur le canapé, terrassé par le choc. Fabrice blêmit. Il comprend soudain que sa vie entière n'était qu'une illusion que je finançais en secret. Je sors alors les papiers du divorce, accompagnés de la reconnaissance de dette de 200 000 euros qu'il a signée de sa main. Je le regarde dans les yeux et je lui promets qu'il me remboursera jusqu'au dernier centime ou que mon armée d'avocats l'enterrera vivant. D'un simple geste de la main, je fais signe à mes agents de sécurité, qui attrapent la mère et le fils en pleurs pour les jeter sans ménagement sur le trottoir. 1 mois plus tard, l'air est lourd dans les couloirs du tribunal aux affaires familiales de Paris. J'arrive vêtue d'un tailleur blanc immaculé, encadré par les meilleurs avocats d'affaires de la capitale. De l'autre côté de la salle, Fabrice ressemble à un cadavre ambulant. Ses yeux sont cernés de noir, ses épaules sont voûtées, traqué jour et nuit par les huissiers et les agences de recouvrement. Devant le juge, Fabrice pleure. Il supplie le tribunal de lui accorder la moitié de mes actifs et exige que je partage la dette colossale du traiteur, ainsi que le prêt de 200 000 euros. Mon avocat se lève calmement. Il dépose sur le bureau du juge notre contrat de mariage en séparation de biens stricts, prouvant que Fabrice n'a jamais contribué à mes sociétés. Ensuite, il présente le contrat du traiteur, signé uniquement par Fabrice et Geneviève, ainsi que la reconnaissance de dette stipulant explicitement que Fabrice a pris cet argent pour financer une fête privée. La loi est froide, mathématique et absolue. Le juge rend son verdict sans la moindre hésitation. Je conserve l'intégralité de ma fortune. J'obtiens la garde exclusive et totale de mes 2 filles. Fabrice est condamné à verser une pension alimentaire qu'il n'a plus les moyens de payer. Et il est déclaré seul et unique responsable de près d'1 demi-million d'euros de dettes. En sortant de la salle d'audience, dans le grand couloir de marbre, Geneviève rampe presque vers moi. Elle s'agrippe à mon manteau, pleurant à chaudes larmes, me suppliant de lui pardonner et de la laisser voir ses petites filles. Je baisse les yeux vers elle. Je me penche légèrement et je lui murmure à l'oreille de se souvenir de la gamelle pour chien. Je me redresse, je me détache de son emprise et je marche vers la sortie, baignée par la lumière du soleil, sans jamais me retourner. 1 an s'est écoulé depuis ce jour. Je me tiens sur la vaste terrasse de ma maison à Neuilly, un verre de vin à la main, observant le soleil se coucher sur les toits de Paris. À l'intérieur, dans la salle à manger, mes filles rient aux éclats, se disputant joyeusement le dernier morceau de homard. Les nouvelles de mon ancienne vie me parviennent parfois, comme des échos lointains. Fabrice a été licencié de sa banque pour ses scandales financiers et ses dettes. Déclaré en faillite personnelle, il conduit désormais un taxi de nuit pour survivre. Il boit beaucoup, ressassant sa gloire perdue et maudissant sa mère. Geneviève, quant à elle, a été frappée par un grave accident vasculaire cérébral, incapable de supporter le stress des huissiers qui frappaient à sa porte. Elle vit aujourd'hui dans une petite chambre insalubre, paralysée, à la merci d'un fils aigri et alcoolique qui lui reproche sa ruine. Le karma n'a manqué aucune de ses cibles. En regardant mes filles grandir dans la paix et l'abondance, je réalise qu'une femme ne doit jamais réduire sa lumière pour protéger l'ego fragile d'un homme. La véritable force consiste à planter des racines profondes, à grandir en silence, et à se dresser de toute sa hauteur pour protéger ceux qu'elle aime. Que pensez-vous de la vengeance calculée de Margot? Fabrice et Geneviève ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Ou le piège était-il trop froid? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de rétribution, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables. À la prochaine fois.